Donc nous voici pour une vidéo vlog un peu particulière où pendant plusieurs semaines je vais tourner plein de petites séquences comme ça. Mais je vais aussi parler d'un sujet précis, et là j'ai choisi un groupe de musique de métal des années fin 80, début 90. Je vais parler de Skid Row, le groupe originel. Alors pourquoi je dis originel? Parce que évidemment ils se sont séparés, le chanteur et les musiciens se sont séparés après l'album Subomen Race. Enfin, je dirais peut-être, je vais pas dire de bêtises, mais peut-être quelques années après l'album, la sortie de l'album Subomen Race en 95. Ça, je m'en rappelle parce que j'avais été voir le concert, un concert, on va dire, un peu présentation de l'album, où on a toutes les chansons à succès, mais ils nous ont présenté plein de chansons qu'on connaissait pas. Et quelques semaines plus tard, je dirais même quelques jours plus tard, on a été acheter l'album Subomen Race avec un pote. On était particulièrement fan, on l'avait acheté à la Fnac. Et j'ai encore l'album, je te le montrerai tout ça. Et on avait un t-shirt blanc avec le logo Skid Row offert. Bon, ça n'a pas fait long feu, c'était vraiment des t-shirts de merde, je sais même pas ce que j'en ai fait. Bref, je vais parler donc de ce groupe-là, Skid Row, du groupe évidemment originel, avec Sébastien Bach, parce que Sébastien Bach c'était la star. Voilà, c'était la star du moment. Le groupe, c'était un groupe star, mais Sébastien Bach, c'était le chanteur charismatique, super beau gosse, tout ce que tu veux. Tous les mecs voulaient ressembler à ce gars-là, quoi. Avoir ce charisme, cette fougue et ce rentre-dedans, ce côté rebelle de fou furieux, quoi. Et toutes les femmes, évidemment, toutes les jeunes femmes étaient amoureuses de lui, machin, compagnie, enfin bref. Il a attiré l'œil. Ouais, je te montrerai des photos, éventuellement des vidéos, enfin, j'ai pas envie de me faire straquer, mais je te montrerai comme quelques trucs sur lui. Parce que, évidemment, cette vidéo, peu importe où je me situerai, j'essaierai d'en parler, mais j'essaierai comme de filmer des choses à droite et à gauche, quoi. Comme j'ai dit, c'est un vlog on va dire, de vie, où je vais filmer un peu des petites choses ici ou là. Là, je vais avoir un repas de famille à Pâques. J'essaierai de filmer 2-3 choses, bon, sans montrer les teutés non plus. Tu vois. Et à côté, on va parler, je vais réécouter les albums là pendant toutes ces semaines. Et je vais parler de mes expériences, de ce fameux concert qu'on avait été voir. Il y aura tellement de choses à dire. Et puis voilà. Donc d'abord, je vais présenter le groupe Skid Row. Au moins le groupe originel fin 80, début 90. Parce qu'il y a un autre groupe qui s'appelait Skid Row à l'époque.
Et après, Skid Row a évolué, mais de manière différente. C'est-à-dire qu'on n'a pas les 5 membres du groupe originel, on va dire. Et ça a son importance, en fait. Donc, le groupe, tout d'abord, c'est un guitariste, Dave Snake Sabo, qui fait une rencontre. Alors, je ne sais plus trop si c'était dans un bar ou dans une boutique de musique, d'instruments de musique. Il rencontre Rachel Bolan, un bassiste, qui avait une dégaine et un look incroyable selon lui. Il avait un charisme de fou et il avait envie de le rencontrer, de faire connaissance avec lui. Et finalement, à eux deux, ils ont décidé de former un groupe de hard rock. Donc d'abord, ils font appel aux petites annonces pour essayer de voir s'ils n'ont pas des chanteurs, guitaristes et batteurs qui puissent venir auditionner et tout ça. Et c'est là qu'ils rencontrent Scotty Hill, le lead guitariste, c'est-à-dire le gars qui fait les gros solos de guitare et machin, donc le mec super balèze pour faire les solos de guitare. Donc Scotty Hill devient finalement le lead guitare de Skid Row et Rob Affuso pour la batterie. Après, pour Sébastien Bach, j'ai lu tout un tas de trucs différents. J'ai lu plein de biographies différentes, dont une là que j'ai vue qui parlait de Sébastien Bach, le chanteur de Skid Row, avec des photos de gars qui n'étaient pas Sébastien Bach. Faut le dire. Faut quand même le faire pour se tromper. C'est-à-dire, faut vraiment ne pas du tout connaître ce groupe-là à l'époque ou même aujourd'hui. Il suffit de faire une recherche pour savoir à quoi ressemble, regarder les clips pour savoir à quoi ressemble le chanteur. Non, t'as une photo d'un gars lambda, on sait pas trop qui c'est, et une photo faite par IA qui ressemble à je sais pas qui d'ailleurs. Peut-être un mélange du chanteur de Poison ou chanteur de Vince Neil, le chanteur de Motley Crue à l'époque, et encore vieillissant, grossissant. Bref, aucune photo de Sébastien Bach, donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais d'après ce que j'ai lu, la plupart des informations étaient vraies. C'est généralement du copier-coller. Peu importe. En fait, la rencontre entre Sébastien Bach et le groupe est assez floue en fait. Donc il y a plein d'histoires. Il y a une histoire où il a été rencontré à un mariage, où il chantonnait comme ça. Il disait tiens, il a une bonne voix, on va l'auditionner, tout ça. Ça c'est une histoire. Une histoire où ils l'ont rencontré par hasard à un petit concert, je ne sais où, dans une. C'est là-bas aux États-Unis, il y a plein de petits bars où ça chante, il y a plein de petits groupes qui se donnent en spectacle, tout ça, dont Skid Row. Hein. Au départ c'était ça, et ils n'avaient pas signé avec un producteur ou quoi que ce soit. Hein. À l'époque en tout cas. Et donc ils auraient rencontré Sébastien Bach qui aurait poussé la chansonnette à un petit concert comme ça, et ils l'auraient découvert comme ça, et ils auraient été impressionnés par lui. Ça c'est la deuxième version. Troisième version, il aurait passé des auditions comme tout le monde. Voilà. Et puis ils auraient été impressionnés, machin, tout ça. Quatrième version, c'est Scotty Hill qui connaissait d'une connaissance et machin Sébastien Bach, et qu'à un moment donné, là il y a toute une histoire autour de ça. Je ne sais pas laquelle est vraie, hein, parce que c'est la légende de comment Sébastien Bach est arrivé dans le groupe en fait. Et donc Scotty le connaissait d'une connaissance, et à un moment donné il a été le chercher à l'aéroport, et il l'a ramené dans la maison de Dave Snake Sabo. Il y avait tout le monde, le batteur Rob Affuso, Rachel Bolan, le bassiste, Dave Snake Sabo, la mère de Dave Snake Sabo qui apparemment vivait chez lui. Et Scotty arrive avec ce gars-là, Sébastien Bach, et là il le découvre comme ça. Il voit un mec d'1m90, donc déjà immense par rapport à tous les autres, qui je pense pour la plupart font le plus grand, ça doit être peut-être Scotty, 1m80. Ah, peut-être Rob Affuso était grand. Comme c'est le batteur, on s'en rend pas bien compte. Bref, ils arrivent à le mettre 1m90, il était longiligne parce qu'il était fin, tout ça. Il est toujours à moitié à poil en plus, Sébastien Bach. Et le gars, il se présente genre, hey gars, les gars, j'ai une bite de 25 cm. Et tout le monde reste comme ça. Quoi c'est quoi ce mec qui se dandine, qui roule des mécaniques, qui arrive avec son mètre 90, alors il est presque obligé de baisser la tête pour rentrer dans la pièce et tout ça. Et il te balance, les gars, j'ai une bite de 25 cm. Putain, alors là, un truc de fou. C'est pareil, ça fait partie de la légende. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas. Et le dernier point que beaucoup de fanboys
groupe Skid Row originel, donc ceux qui ont créé le groupe, Rachel Bolan et Desnek Sabo, parce que évidemment ça s'est séparé, et il y a eu des haineux de Sébastien Bach et des fanboys de Rachel Bolan et de Desnek Sabo. Donc pour eux, pour certains, et c'est le producteur, le producteur qui a édité le premier album et tout ça, qui a imposé Sébastien Bach. Il le voulait. Il voulait Sébastien Bach, et il fallait dégager l'autre chanteur. Donc ils avaient un premier chanteur dont je me rappelle plus le nom et dont on s'en fout, quoi, qui à un moment donné a laissé place à Sébastien Bach. Mais comment il a laissé place à Sébastien Bach? Imposé, pas imposé ou quoi que ce soit. Selon beaucoup de gens, le fait qu'il a été imposé, ça a créé plein de conflits autour du groupe et tout ça. Bon, ça, on verra, on reviendra dessus. Parce que moi, je connais, au moins à l'époque, j'ai entendu la vraie raison pourquoi ça a vraiment clashé. Oui, il y a eu plein d'histoires. Oui, il y a eu une histoire du fait que Sébastien Bach voulait faire les avant-premières du retour de Kiss, parce qu'il adorait Kiss et pensait que c'était une bonne nouvelle à annoncer aux autres. Il s'était engagé pour faire les avant-premières de Kiss. Et Rachel Bolan, qui est celui qui a créé le groupe avec Desnek Sabo, a dit non, 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 il s'est pris la tête avec ça. Il dit Skid Row, aujourd'hui, on est un groupe important, on est super connu, bien plus connu que Kiss. On va pas s'amuser à faire des avant-premières, quoi, un vieux groupe et tout ça. En plus, c'est une tournée qui a eu beaucoup de succès et ils auraient peut-être eu raison de le faire quand même. Donc l'ego des uns et l'ego finalement de Sébastien Bach, qui là, pour le coup, il s'est un peu engagé tout seul. Donc là, ça s'est frité. Voilà. Et il y a eu ça, il y a eu l'histoire où après Sébastien Bach a téléphoné à Desnek Sabo, a laissé un message sur le répondeur, et la mère a entendu où il insultait tout le monde et tout ça. Et après, Desnek Sabo revient, bon allez, tu me saoules, je te vire du groupe. Voilà, ça c'est les histoires, on va dire, officielles soi-disant. Et moi je vais raconter l'histoire quand même. Et je la raconte tout de suite, c'est pas grave. L'histoire que moi j'ai entendue à l'époque et que j'ai pas revue quelque part en cherchant le pourquoi du comment. C'est pareil, il y a eu un flou où comment Sébastien Bach est arrivé dans le groupe, et il y a eu un flou où quand le groupe s'est séparé en 98, à un moment donné, pourquoi ils se sont séparés. Donc il y a eu évidemment plein de choses qui se sont passées. Faut pas oublier que c'est Rachel Bolan et Desnek Sabo qui ont créé le groupe, étaient très terre à terre et ils devaient protéger leur groupe et tout ça. Mais est arrivé ce Sébastien Bach qui était l'âme de Skid Row, une énergie folle, un charisme de fou, il a attiré tellement de monde. C'est le gars qui plaisait. Les autres, ils plaisaient, mais c'était les à côté, quoi. Et Sébastien Bach a tout bouffé, quoi. Et les autres, il y avait peut-être une jalousie, peut-être qu'il y avait quelque chose qui... Ouais, peut-être qu'il le jalousait. Au départ, c'était surtout Rachel Bolan et Desnek Sabo qui créaient des chansons. Et Sébastien Bach, pour lui faire plaisir, ils lui ont laissé écrire quelques textes, quelques dialogues et tout ça. Voilà, c'est pour ça qu'il y a son nom sur pas mal de chansons à partir du deuxième album, Slave to the Grind. Et en fait, le problème de Sébastien Bach, c'était un gamin capricieux. C'était un gars qui avait un QI énorme, je crois 165 de QI, mais un QI énorme. Mais c'était un gamin capricieux qui faisait plein de conneries. Et en fait... à un moment donné, c'est pareil, il y a une autre histoire, est-ce que c'est vrai ou pas? Le premier concert qu'ils auraient fait dans un petit bar, machin, tout ça, Sébastien Bach avait du mal avec sa voix, et il partait beaucoup trop dans les aigus. Et Rachel Bolan se serait moquée de lui en concert, disant on a une nouvelle chanteuse en fait. Et il se serait bagarré avec un gars qui aurait rigolé, qui serait foutu de sa gueule, et voilà, il se bagarrait apparemment tout le temps. Constamment, il se bagarrait. Il s'est même bagarré avec John Bon Jovi, c'est dire. Bref, il se bagarrait tout le temps. À un moment donné, il a été filmé en direct par MTV et il se reçoit une bouteille, une canette sur la gueule. Et là, il a la gueule en sang et tout ça. Il est énervé, il reprend la canette et il la balance dans le public avec force et tout ça. Et ça atteint une gamine de 14 ans et qui se retrouve à avoir je sais pas combien de points de suture et tout ça. Points de suture et tout ça. Bref, plein d'histoires comme ça. Et t'as Rachel Bolan, à chaque fois, il vient s'excuser un peu à la place de Sébastien Bach, parce que Sébastien Bach, lui, il veut pas s'excuser. Je suis désolé, on attente à ma vie, en plus, pour cette histoire-là. Donc j'ai pas à m'excuser de me défendre. Et Rachel Bolan est toujours en train de mesurer, tout ça, elle dit non, fais pas ci, porte pas ce t-shirt-là, parce que c'est un t-shirt, c'est un peu homophobe, donc ne porte pas ce t-shirt-là. Mais Sébastien Bach, c'est un fan qui lui a offert, il voulait porter le t-shirt, bon, etc., etc. Donc on est à côté, terre à terre d'un côté, et on est à côté foufou et tout ça. Mais ça reste l'âme du groupe.
Et à un moment donné, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et au final, Sébastien Bach, il pète encore un peu plus un câble, il s'énerve, il apprécie moyennement cette histoire d'avoir été refoulé pour cette histoire de Kiss, parce que lui, il voulait vraiment le faire. Et à un moment donné, il aurait débarqué, et ça, c'est l'histoire que j'ai entendue, à voir, hein, à l'époque, c'est qu'il aurait débarqué chez Def Snake Sabo, qui vivait toujours chez sa mère et tout ça, un petit matin, avec les volets fermés, tout ça. Il a débarqué avec une batte de baseball, il a tapé comme un gros fou furieux sur les volets, partout, machin, tout ça, pour réveiller. Mais il était énervé par rapport à cette histoire, c'était pas juste un coup de téléphone et je t'insulte, peut-être qu'il y a eu ça aussi. Et à un moment donné, Def Snake Sabo est sorti, énervé, et il s'en serait peut-être venu aux mains. Oui ou non? Soit ils ont failli, soit ils en sont venus aux mains. Et là, évidemment, c'était la fin de Skid Row, en 98. Donc les albums officiels de Skid Row, on a l'album Skid Row, voilà, en 89, où on est vraiment plus dans du hard rock FM, et où Sébastien Bach ne pousse pas encore très très bien sa voix. On a quand même, je vais le dire, je ne sais pas si je l'ai dit dans la première partie, quand j'étais à la plage, mais Sébastien Bach, c'est, je vais le dire, une, si ce n'est la plus grande voix du heavy metal, du hard rock, heavy metal, enfin du metal. Le metal, c'est, aujourd'hui, on généralise en disant le metal. À l'époque, dans les années 90, on généralisait en disant le hard rock. Mais ça comprenait du hard rock d'ascenseur, hard rock FM, du speed metal, du pirate metal avec Running Wild, du death metal, du thrash, heavy metal classique, etc. etc. Je pourrais peut-être en dire d'autres aussi. Ouais. Et le grunge, d'une certaine manière, on le met aussi dans le côté hard rock de l'époque. Et aujourd'hui, on généralise en disant le métal. Voilà, mais ça comporte tout ça. Là, dans le style propre de celui-là, on était plus comme dans du hard rock FM, gentillet. Ça passe bien à la radio et tout ça, surtout avec les balades et tout ça. Voilà. En 91, on a Slave to the Grind, et là, on a Sébastien Bach qui maîtrise sa voix. À mon avis, les producteurs ont dû lui mettre des profs de chant et tout ça pour maîtriser sa voix, parce qu'il part dans les aigus, dans les graves, tout ça. Il a une voix qui peut moduler, mais de fou furieux. C'est une des meilleures voix de métal de l'époque. Même là, aujourd'hui, vieillissant, je trouve qu'il s'en sort encore plutôt pas mal, mais à l'époque, c'était une tuerie. C'était le meilleur chanteur de métal de tous les temps. Voilà, ça c'est clair, je le dis. Et là, dans cet album-là, avec des chansons comme Quit Son Jesus, je crois qu'il n'y a pas un autre chanteur qui est capable de gérer des chansons comme ça, quoi. Donc là, Slave to the Grind, on rentre plus dans du heavy metal classique, du bon heavy metal classique. 91. En 92, on a un petit LP de reprise, on a Little Wing de Jimi Hendrix et tout ça, on a une chanson de Judas Priest, c'est Delivering the Goods, Psychotherapy des Ramones, et Come On and Love Me, je crois que c'est de Kiss, justement. Parce que oui, Sébastien Bach était fan de Kiss, les autres aussi, mais pas assez pour pouvoir être réduit à faire des avant-premières. Et What You're Doing, je ne sais plus du tout. Voilà, donc petit album de 5 chansons, 92. Et le dernier album studio que j'ai acheté quelques jours après les avoir vus en concert, où ils l'ont présenté en 95. Il a dû sortir en mars 95, parce que le concert était en mars 95. Un album qui se veut être un mélange de heavy metal et de grunge. Ça se faisait beaucoup dans ces années-là, 95 et tout ça. On a D.A.D. avec Help Yourselfish, qui avait le même genre d'album, mélange de heavy metal et de grunge, donc ça donne un son très très lourd. Et je vais le dire, au niveau du son, aujourd'hui c'est celui qui a le mieux vieilli, en fait, cet album-là. C'est celui qui a le mieux vieilli. Et cet album-là, qui est produit par Bob Rock, en fait, Bob Rock avait décidé de museler d'une certaine manière Sébastien Bach en disant non, tu vas pas hurler dans tous les sens et le machin. Et en fait, patatras, c'est l'album qui a le déçu le plus parce que Sébastien Bach, on l'a pas laissé chanter comme il aurait dû chanter, comme les gens attendaient qu'il chante et tout ça. Donc il y a eu un sabotage, moi je le dis. Il y a eu un sabotage de Bob Rock, donc de Bob Rock et de ceux qui ont décidé de mettre Bob Rock derrière, pour finalement saboter le groupe Skid Row, et ça a fonctionné parce qu'après ce groupe-là, beaucoup de tensions, machin, tout ça, ils n'ont pas supporté d'avoir fait un bid avec
cet album-là. Mais pour eux, c'est pas grave, Sébastien Bach dit on va y revenir, machin, tout ça, etc., etc. 3 ans après, malheureusement, c'est la séparation avec plein d'histoires, machin, tout ça, parce que bon, il faut faire des tournées, tout ça, ça prend des années. Après, il faut écrire des chansons et tout ça. Beaucoup de conflits autour des chansons, tout ça, parce que je pense que Sébastien Bach, il voulait retourner à chanter pleinement et tout ça. Peut-être que les autres ne voulaient pas, parce que tu sais, il y a un côté, à un moment donné, c'est notre groupe, à Rachel Bolan et Desnek Sabo, et ils en ont marre que les gens ne parlent et que ne vénèrent limite que Sébastien Bach. Une histoire de jalousie, quoi. Donc à un moment donné, peut-être que c'était la volonté de Desnek Sabo, de Rachel Bolan, de dire à Bob Rock, tu muselles un peu la voix de Sébastien Bach pour le rendre moins intéressant. Et finalement, bah, Sébastien Bach moins intéressant au niveau de sa voix, même s'il a une voix, même si sous Boom & Way, ça reste comme un album qui dépote, hein, au niveau du son, au niveau des guitares, au niveau de tout ça, au niveau de la voix de Sébastien Bach, mais il ne pousse pas la voix, comme il l'a poussé dans Slave to the Grind. Et ça s'est ressenti dans la déception de beaucoup, beaucoup de monde, voilà. Et suite à la séparation qu'a fait la maison de disques, et bah, on va sortir un best-of. Voilà, idée du siècle, quoi. Limite, on se demande si c'était pas voulu de tous ces gens-là. Donc voilà. Donc j'arrête sur la présentation. Oui, c'était une présentation, ma foi, un peu longue. Mais voilà. Et je vais revenir plus en détail sur des chansons, tout ça, et sur mes expériences, le concert que j'ai été voir et tout ça, etc., 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 etc. Je viens tout juste de rentrer de chez ma mère. Hop. Elle m'a donné 2-3 trucs qui remplissent mon sac à rebord. Alors j'ai déjà ma parka de pluie, quelques serviettes. Elle m'a donné une couette qui apparemment s'en est jamais servie. Alors, c'est joli, tu vois.
une housse de couette plutôt. Par contre, pas de thé d'oreiller, donc je sais pas pourquoi. Je sais pas où sont les thés d'oreiller. Tac. Et de voilage à rideau, parce que le mien a commencé à noircir. J'avais beau le laver, mais ça sert à rien. Et puis j'en avais acheté des, tu vois là, des comme ça là, que j'ai mis sur le côté finalement. Parce que ça sombre trop, c'est trop opaque. Je préfère voir à l'extérieur, tu vois quoi. Des voilages blancs, il n'y a rien de mieux. Donc bon voilà. Et tu vois, côte à côte, je préfère quand même des voilages blancs. C'est quand même mieux. Je vais voir parce que finalement ils sont pas si mal, hein. Ils paraissent noircis au niveau des aérations là. Là, tu sais, au niveau des aérations, ils paraissent noircis. Enfin, c'est pas qu'ils paraissent, c'est qu'ils sont noircis. En hauteur, ça se voit pas trop, mais bon, je pense que ce soit, je vais les garder finalement. Je voulais savoir, donc je les ai mis d'un côté t'as l'ancien voilage et de l'autre côté, bah, j'ai mis le nouveau, celui que ma mère m'a donné. Et comme ça, à vue d'œil, bah, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Il est un poil plus opaque que l'autre, mais il est très très bien en fait. Il est mieux que celui-là. Tu vois, le sable rosé là. Ah, je savais que j'allais faire une connerie en achetant celui-là. Je le savais. Bon, c'est pas grave. Comme ça, là, elle avait ça qui traînait, mais tiens, je te le donne. Et bah, c'est pas mal. Là, t'as des traits horizontaux ici, et là, des traits verticaux. Finalement, les traits horizontaux, bah, ils se marieront avec mes rideaux épais. Comme celui-là, mais c'est pas très grave, de toute façon, tu peux. C'est pas le plus important, on va dire. Non, bah, ils sont pas mal. Ils sont pas mal du tout. Donc voilà les deux rideaux d'installer et c'est plutôt pas mal du tout. On voit à travers, ça laisse rentrer la lumière. C'est un poil plus opaque que les autres, mais bon. Et même s'ils sont écrus, ils paraissaient crus. Et les autres paraissaient blancs. Tu vois, ils sont vraiment dégueulasses, hein. Ils sont gris-noirs. Bah, à force avec la pollution extérieure et les cheminées, là, parce que t'as des cheminées qui sont juste là. Hein. À une époque, t'en avais un, c'était du gazole qui mettait dans son truc. On en prenait plein la tronche. Non, mais c'est pas mal du tout. Donc voici ma préparation pour tourner la partie collage du panini de Dragon Ball. Donc là, j'ai une planche qui est une porte de meuble Besta. Et là, j'ai deux bras de micro qui sont attachés à mon lit, qui restent en permanence attachés là. Comme je tourne mes vidéos après à côté, devant, sur la table. Donc, enfin, les bras ne restent pas en permanence là, mais ça, oui, évidemment. Et puis voilà, et là je mets un poids parce que pour éviter que ça tremble de trop, tu vois. Même s'il y a une stabilisation sur l'iPhone ou sur l'iPad mini, des fois ça tremble comme ça. Donc ça permet de stopper là quand ça tremble, parce que quand je bouge sur mon lit, et ben ça faisait trembler le bras. Mais là il tremble plus logiquement. Donc voilà.
Donc voilà, je me suis arrêté dans un petit coin tranquille en Normandie. Il y a des fois des gens qui y passent. Tout ça pour continuer à parler de Skid Row et quand je l'avais découvert. Alors moi, Skid Row, c'est une chose dont je suis persuadé, c'est que moi et mon pote, on est tombé fan de Skid Row l'été 94. On n'arrêtait pas d'écouter Slave to the Grind, aussi Be Yourself, et on a acheté une VHS avec les clips de Slave to the Grind justement. Et tout l'été, on passait notre temps à écouter Skid Row, ultra fan et tout ça. Et moi, je me rappelle un autre truc, par rapport à une autre vidéo, j'en avais parlé. Nous, on était au collège de Courseulles-sur-Mer. Et au collège de Courseulles-sur-Mer, l'été, il fallait rester jusqu'au bout, en juillet, jusqu'au dernier jour d'école. Hein. C'était peut-être pas jusqu'au 10, c'est que j'exagère, peut-être le 7, 8. Et on nous laissait dans une salle de classe à côté. Il y a le vent qui souffle, j'attends qu'il s'arrête. Donc on nous laissait dans une salle de classe à côté de là où était le directeur. Donc généralement il restait le directeur et peut-être un pion, tu vois. Et il restait dans son bureau et il venait de temps en temps voir si on était là, quoi. Et comme l'année scolaire qui suivait, on allait tous les trois, enfin tous les deux, parce qu'on n'était plus que deux, parce que les autres, parfois il y en avait beaucoup qui avaient des mots des parents, parce qu'ils partaient en vacances avant. Nous, c'était pas notre cas, nous, nos parents travaillaient tout ça, donc on était obligés de rester jusqu'au bout. Et même si on était 5-6 dans la pièce, il fallait rester jusqu'au bout, quoi. Et en fait, des fois, ils venaient nous surveiller, regarder comme ça. Et l'année scolaire suivante, on s'est dit, mais attends, on va au lycée, tout ça, donc pourquoi on va s'emmerder? On allait au lycée à Bayeux, toi. Pourquoi on va s'emmerder finalement à rester vraiment jusqu'au bout, à la dernière heure et tout ça? Et la dernière journée, c'était une belle journée ensoleillée comme celle-ci. L'oiseau qui chante là, bizarrement. On dirait des voix de gamins, c'est bizarre des fois. Et finalement, on s'est dit, putain, si on sécherait pas l'après-midi quand même, et on se barrerait pas à Caen, aller à la Fnac, à Alternative, tout ça, pour voir si on s'achèterait pas un petit CD, un truc comme ça, tu vois. Et puis en fait, on a regardé parce qu'à midi, généralement, il y en a qui restaient le matin, et à midi, ils avaient des mots des parents pour retourner chez leurs parents et tout ça, qu'ils les récupéraient, tu vois. Donc, dans la zone de midi, vers midi, tout ça, avant de manger, t'avais un pion qui vérifiait les mots des parents et tout ça, et t'en as plein qui partaient, en fait, qui rentraient chez eux. Et nous, on s'était faufilés derrière un arbre et tout ça. On avait attendu que le pion se casse, qu'il referme la barrière. Il fallait faire attention parce que tu avais le bureau du directeur qui avait la visu sur la barrière d'entrée. Mais comme on imaginait qu'il était parti manger, en fait, on a tenté le coup. Et on est passé par-dessus la barrière. Et en fait, on s'est barré du collège de Courseulles-sur-Mer. Après, on est remonté vers là où il y a eu après le Champion, Lidl et tout ça. Et en fait, ils n'étaient pas encore montés. En fait, là-bas, il y avait juste le vétérinaire. Et après, tu avais la longue route la longue route qui est remontée vers Douve-la-Délivrande et après qui partait sur Caen. Donc, et là, on a commencé à faire du stop. Alors, on avait 15-16 ans, tu vois. Là, j'ai des spectateurs qui me regardent. On avait 15-16 ans et on a fait du stop. On est remonté comme ça à Caen. Et à Caen, généralement, on allait à Alternative ou à la Fnac pour écouter des CD et tout ça. Alternative, c'était un peu gaulé comme un salon de coiffure, toi. C'était une grande pièce de 4 mètres sur 6 avec des rayons CD de chaque côté. Tout au fond, tu avais une sorte de bar, comment on dit ça, pas un bar, mais c'était un peu surélevé. Tu avais le gars qui nous regardait, qui était là, qui écoutait des CD, il y avait des vinyles, il y avait tout ça. Et derrière, tu avais un tout petit escalier, tu pouvais aller dans une sorte de débarras et tu avais des t-shirts de métal et tout ça, tu avais des bagues et tout ça. Mais on ne pouvait pas y aller sans qu'ils soient là pour nous regarder, quoi. C'était tout petit, hein. C'était vraiment, en gros, 4 mètres carrés à tout au plus, hein, derrière. Et quand il y avait trop de monde, ils disaient non, personne derrière, quand il y avait trop de monde dans la pièce principale. Et Alternative, l'avantage, c'est qu'en fait, ils déblistaient tous les CD et tous les vinyles. Parce que eux, ils s'écoutaient des CD toute la journée, tout ça. Et tu pouvais leur demander, piocher des CD, tout ce que vous voulez, si vous voulez. Moi, je vous les mets, vous les écoutez, machin, tout ça. La Fnac, par contre, ils étaient sous blister, hein, comme aujourd'hui. Hein. Sauf qu'à la Fnac, tu pouvais leur demander des fois, si le mec était pas trop bête, pas trop méchant, il nous déblistait un ou deux CD et ça nous permettait de l'écouter et tout ça.
Et je crois me rappeler que Slave to the Grind, on avait fait comme ça. C'est comme ça qu'on a découvert Skid Row avec l'album Slave to the Grind. C'était soit Alternative, soit la Fnac. J'ai un doute là-dessus. C'est possible que ce soit la Fnac. Parce que la Fnac, on avait demandé 2-3 fois. Je crois que Skid Row, on avait dû demander. Et White Zombie, c'est pareil, le premier album de White Zombie. On avait fait la même chose. Et en fait, on a écouté Slave to the Grind. On a adoré tous les deux. Et après, tout l'été, on l'a écouté en boucle. J'ai acheté plus tard le Be Yourself, le petit LP de 5 chansons reprises de Skid Row. Et j'avais acheté la VHS No Frill vidéo où tu avais tous les clips justement de Slave to the Grind. Sauf peut-être Psychotherapy qu'on a eu plus tard. Et ça, les spectateurs sont partis. Ils me regardent bizarre, les gamins. Et en fait, tout l'été, on a écouté ça, on regardait ça en boucle et tout ça. Je me rappelle une copine, Mélodie, qui disait « Ah, c'est quoi du métal? Ah, j'aime pas, gna gna gna. » Et à cette époque-là, à un moment donné, elle nous voit regarder les clips et dit « Mais c'est qui le gars là qui chante, machin ?» Bah, je dis « C'est le chanteur. C'est le chanteur de Skid Row. » Et on se regarde, moi et Nico, et on se dit « Putain, l'autre, ça y est, elle est tombée amoureuse de Sébastien Bach. » Et elle commence à s'asseoir, puis elle commence à regarder les clips en boucle avec nous. Et... parce que Sébastien Bach, c'était le beau gosse. C'était vraiment, faut le dire, dans tout le milieu du métal 80-90, et même après, de toute façon, le métal est mort, quoi. Après, il peine à exister, comme j'ai déjà dit dans une autre partie. Sébastien Bach, je veux le dire, c'est un des plus beaux gosses BG du monde du métal, surtout à l'époque. Tout le monde vieillit, on va dire. Faut croire qu'il y en a qui vieillissent plus mal que d'autres, surtout lui. Plus t'es beau gosse, de toute façon, plus tu vieillis mal si tu fais pas attention. Mais lui, c'était un des plus beaux gosses de fou dans les années 80-90. Plus une des plus belles voix du métal. Voilà. Il avait le combo. Plus ce charisme, ce machin. Il pouvait se la péter, machin, tout ce que tu voulais. Donc on n'était pas étonné de voir Mélodie s'asseoir sur le canapé et regarder avec nous les clips de Skid Row. In the Darkened Room, Queens and Jesus, Monkey Business, il y avait quoi d'autre là-dessus, Slave to the Grind. Donc voilà quoi, voilà comment on a découvert Skid Row en ayant séché finalement notre dernier jour de collège, dernier après-midi de collège, attention les rebelles. Donc nous voici à Pâques, où ma mère nous avait invités pour un repas de famille. Donc il y a eu moi, un de mes frangins, une belle-sœur, un neveu, une nièce et la copine, un neveu. Donc là, il y a des petits paquets de chocolat. Joyeuse Pâques, mon lapin. Là, il y a ma mère qui me disait... ne filme pas trop les verres parce qu'ils sont sales, machin. Mais en fait, non, ils étaient pas sales du tout. Alors, ils sont toujours pas au courant que j'ai une chaîne YouTube, mais bon. Ils se posent pas plus de questions que ça, pourquoi je filme. Enfin bref. C'est pas grave. Ils le sauront quand ils le découvriront, puis basta. Voilà, hop. Oh non, là je dis non, je vois rien dans tes verres. Ils sont bien tes verres. Pourquoi tu dis qu'ils sont sales? Donc elle a acheté des petits poussins. Alors je sais plus où elle a acheté. Je crois que c'est dans les boutiques de chocolaterie là, les Jeff the Bridge. Je crois qu'ils vendaient des petits poussins comme ça. C'est très bizarre. Je crois que tout le monde est arrivé. Donc oui, j'avais commencé à manger les sortes de M&M's là. C'était des petits œufs au chocolat qui étaient très très bons. Donc là on a commencé la fondue bourguignonne. Chose qui m'agace assez parce que ça a toujours tendance à tomber. Moi je fais toujours tomber des morceaux de viande au fond quoi. c'est toujours chiant en fait. Par contre c'est très bon évidemment, mais je m'évertuais à les faire tenir bien droit. Et dès qu'il y en a un qui mettait
Évidemment, mon frère a fait la même chose que moi, il m'a copié. Donc là, il y a la fameuse sauce Henri IV que un de mes oncles avait fait. Il avait fait une recette comme ça qui était très très bonne. Et moi, j'en raffole. Je vais essayer d'en faire une pour ma chaîne, t'en proposer la recette. Donc là, évidemment, il y avait un gâteau au chocolat que ma mère essayait de couper. Donc alors, j'ai commandé les remasters, le fameux coffret qui est sorti il y a quelques années. Je crois que ça fait quand même quelques années que je le vois, ce truc-là. C'est sorti en vinyle et en CD. Il y a tous les albums sauf le best-of de 98, le best-of de la séparation du groupe, on va dire. Et c'est tout. Donc tu as vraiment les 3 albums studio, plus le LP, et un live que je n'ai pas, un live qui est inédit au Japon, un petit live de quelques chansons de la tournée de Subumen Race. Et en fait, pourquoi j'avais pas envie d'acheter ces remasters au départ, c'est que donc c'était vendu 42 €. Et quand je l'ai vu à 27 à un moment donné, quand j'ai pu l'avoir à 27 €, bah, je dis je vais le prendre quand même pour faire pourquoi pas une comparaison moi-même, faire mon propre avis parce que j'ai vraiment les CD originaux de l'époque, hein, de leur sortie. Et je vais pouvoir faire une comparaison. Donc parmi les commentaires que j'ai vus, il y en a qui m'ont vraiment rebuté. Donc il y en a qui ont l'air de dire que le son est très étouffé et tout ça. Les basses sont bizarres, donc c'est peut-être un remaster fait, c'est vraiment... ils n'ont pas pris les bandes originales, toi, ils n'ont pas juste remasterisé réellement le son, donc ils ont fait une sorte de bidouillage. C'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'au lieu d'acheter des remasters, il vaut mieux mettre le CD dans une bonne chaîne hi-fi, avec des bons baffes et tout ce que tu veux. Et bah tu boostes un peu le son, puis c'est bon. Je veux dire, ces CD-là, même si celui-là, le son est un peu... Toi, celui-là, le son est très aigu finalement. Bah, sur ma chaîne hi-fi, je rajoute des basses, des machins, tout ça, je fais mon petit réglage. Et le son est extraordinaire. C'est vrai que vaut mieux avoir quand même les CD d'époque qui sont... c'est du très très bon remaster. T'avais des studios qui savaient faire. Le métal était très répandu, années 80, années 90, donc il y avait des studios qui savaient faire pour le métal. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Aujourd'hui, c'est du business. On t'en vend le remaster, c'est purement marketing. Tous les Iron Maiden, apparemment, c'est que de la merde. Donc, moi, mes Iron Maiden, bah, je vais garder les originaux, tu vois. Les Guns N' Roses, j'en ai déjà parlé, ça dépend. Le Appetite for Destruction est très très bon. Le Illusion 1 est très très bon pour la chanson inédite avec l'orchestre, un vrai orchestre pour November Rain. Mais sinon, le son des Usure Illusion 1 et 2 de l'époque était déjà extraordinaire. En comparaison, je l'ai fait, c'est quasiment kiff-kiff. Donc c'est pas vraiment nécessaire, sauf pour la chanson originale November Rain qui a été réorchestrée avec qui a été enregistrée avec un vrai orchestre. Donc ça, c'est un remaster comme de qualité. Mais à l'époque, c'était déjà une production best of the best. Et ces productions-là des années 90, je peux t'assurer qu'aujourd'hui, le son est toujours extraordinaire. Tu verras pas mieux de toute manière. Donc voilà, donc j'ai commandé, je l'ai reçu dans un petit coffret en carton de République tchèque. Apparemment, c'est produit en République tchèque. En plus de la lettre cartonnée de Amazon. Bon, au moins c'était protégé. Donc j'ai quand même ouvert avant. Hein. J'ai ouvert avant, je me suis dit, je vais quand même te proposer le déballage de ça, quoi. Tac. Et voilà à quoi ça ressemble. Un coffret. De la carrière de Skid Row Atlantic Years. Donc Atlantic, c'est la maison de disques. Hein. Donc période Atlantique. Période surtout. Ils mettent Atlantique, moi j'aurais mis Sébastien Bach Years. En gros. C'est Skid Row avec Sébastien Bach, quoi. C'est voilà, ça c'est the période. Attends, je change mon bazar.
Donc le coffret est plutôt sobre, il est bien noir et c'est pas sans rappeler finalement le premier album de Skid Row. Tu vois. Et je vais faire comme avec les 4K, je vais pas enlever le cellophane entièrement ni l'autocollant. Parce que sous l'autocollant de toute manière il n'y a rien du tout. Je vais juste découper au cutter cette partie-là. Et c'est tout. Et le reste, le cellophane, je vais le garder. Ça protège comme ça. C'est une petite technique que je fais sur certains Blu-ray 4K, tu vois, au niveau des fourreaux, des machins, je coupe juste ce qu'il faut. Comme ça, bah, ça les protège. Parce qu'avec les années, c'est vrai que le frottement, les machins, tout ça, ça s'use. Hein. Même des coffrets collector achetés en CD, il y a 20-30 ans, ça finit par s'abîmer, s'user. Ça, c'est pareil, tu vois, ça s'use. Les boîtes, ça sert à rien de racheter des toutes belles, toutes neuves, hein, des boîtes comme ça, parce que ça finira par s'user encore. Donc voilà, donc dedans on a l'album, le premier album de Skid Row, le deuxième, le mini LP de reprise, le Subhuman Race, et un que je n'ai pas, finalement, un live, le Subhuman Being on Tour, sorti en 96. Parce qu'en rouge, j'ai du mal. Quand t'es myope, le rouge, les écritures rouges, ça a toujours été compliqué, hein, même adolescent. Le rouge, la vache. Et je crois que c'est les écritures rouges. Alors je fais une petite parenthèse. C'est à un moment donné quand j'étais au lycée. Est-ce que c'était au lycée? Non, c'était au collège. Non, c'était au collège, à Rion. Au collège de Rion. Comment il s'appelait le collège? Ah, ça m'échappe. Et à un moment donné, le prof, il écrivait en rouge. Et à un moment donné, je dis, mais je vois rien. J'étais au fond de la classe aussi, mais je dis, putain, je vois rien. Il écrivait en rouge avec un stabilo rouge, tu vois, sur un tableau blanc, tu sais, à stabilo. Et je voyais pas le rouge. Le rouge, j'arrivais pas à lire le rouge. Et ma mère a testé ma vue. Et en même temps, elle a testé tous ces gamins, quoi. Et moi et un autre frangin, on va dire, et ben on avait des problèmes de myopie. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes de myopie. Parce que j'arrivais pas à lire le rouge sur un tableau. Un truc de fou. Et c'est vrai que bah, depuis que je suis myope, hein, tout ce qui est écrit en rouge, c'est compliqué. Hein. Donc le Subhuman Being on Tour, c'est un CD live de 96. Donc un an après la sortie de l'album Subhuman Race. Donc voilà. Et si je dis pas de bêtises, c'est un inédit sorti seulement au Japon. On va voir ça. Je vais écouter tout ça. Donc il y a une méthode hein, quand même pour écouter, je pense. Pour moi, je pense que la meilleure méthode pour faire une vraie comparaison, c'est pas juste écouter les 30 premières secondes, hop, tu changes après de CD, gna 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 et tout ça, parce que bon, 30 premières secondes de la première chanson, ça sert un peu à rien en fait. Je pense qu'il faut écouter les vieux albums. Pour chaque album, t'écoutes les 3 chansons emblématiques. Donc ce qu'il faut, c'est choisir les 3 chansons les plus emblématiques. La première, parce que bah, c'est celle qui se lance toujours en premier et c'est celle que tu as écoutée le plus de fois. Donc là, je prendrai Big Guns. Je prendrai une des chansons les plus emblématiques, Youth Gone Wild, c'est un peu une chanson emblème du groupe. Et la ballade aussi iconique de Skid Row, I Remember You. Donc ces 3 chansons-là, bah, je vais les écouter pleinement comme ça. Je vais vraiment sur l'album original. Et après, boum, je mets le remaster et j'écoute entièrement et pleinement les 3 mêmes chansons pour déjà voir s'il y a une différence avec évidemment le même réglage de ma chaîne hi-fi. Voilà, il n'y a que comme ça que tu verras une vraie différence. Comme j'ai dit, écouter les premières secondes de telle chanson puis switcher de CD, non, t'as pas le temps de t'imprégner de la chanson. Il faut t'imprégner réellement de la chanson, de la batterie, en plus des chansons que tu connais par cœur. Hein. Si tu connais pas du tout, c'est un peu plus compliqué. Moi, je les connais par cœur. Donc c'est pour ça que je prends les chansons les plus emblématiques, que je connais le mieux. Donc Big Guns du premier album, Youth Gone Wild et I Remember You. Pleinement, je les écoute, je profite, ok, je change pour le remaster et après je vois la différence. Donc je te dirai tout ça après. Quoi. C'est ma petite technique quand même, ça permet de vraiment voir la différence. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au cutter, je vais trancher là, essayer de couper là aussi pour garder
le blister sur tout le reste. Hop, là j'ai fait un côté. Si je pouvais éviter de cogner, ça serait pas mal. Là j'ai fait un autre côté. Le haut, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre apparemment. Toc. Tu vois, là pour l'instant, il me reste juste un côté à ouvrir. Voilà, c'est fait proprement. Donc tu vois, j'ai toujours l'autocollant, j'ai le blister sur la boîte. Il est toujours là, magnifique. Mais là, les CD, tu peux les enlever et en profiter. Voilà. Petite technique comme ça, au passage. Donc alors, on va comparer tout ça. Donc en premier, on a le premier album. L'impression est jolie. Elle est plus nette, elle est plus claire. C'est vrai que moi, le CD, la photo, tu vois, le groupe comme ça, dans l'obscurité, dans une ruelle, là, tu vois. C'est vrai que tu vois pas trop, tu les vois pas trop, et là, c'est au moins l'impression. Alors, je vais partir sur les remasters de Running Wild, où j'ai pu comparer les impressions des jaquettes comme ça en digipack. Et bah, les jaquettes comme ça en digipack, elles étaient floues, en fait. Et les originaux, elles étaient nettes. Donc c'est vrai que là, par contre, bah, c'est tout le contraire. L'original me paraît plus clair et plus net au niveau de la pochette d'album, tu vois, de l'image. Bien plus net. Ah bon, je vais l'enlever. Ça sera peut-être mieux parce que avec le reflet, c'est pas terrible. Quoique, il y a quand même des reflets. C'est brillant et c'est mat, mais moi en tout cas, ça me paraît plus net. Et le dos, le dos c'est le contraire par contre. Le dos par contre c'est le contraire. Alors fais voir devant, est-ce que c'est qu'une impression? Non, bah devant, toi, c'est plus net. Sur le remaster, l'image est beaucoup plus nette. Tu les vois un peu mieux, ça ressort mieux. Tu vois, le blanc ressort vachement bien. Le rouge, par contre, est effacé. Là, le rouge est très très beau. Et le blanc est plus blanc quand même. Là, on a un vrai noir et blanc. Là, on a un noir et blanc qui est un peu... Et ça se voit au niveau du rouge, un noir et blanc qui est un peu jauni, en fait. Il y a beaucoup d'impressions aujourd'hui, noir et blanc qui part sur le jaune, et ce qui fait que Skid Row est moins rouge. Alors c'est plus net, mais là tu as un vrai noir et blanc, c'est-à-dire tu as des vrais noirs profonds et un vrai blanc, contrairement à celui-là. Ceci étant, derrière, l'original est beaucoup plus net. Tu vois, on voit mieux le groupe. Là c'est flou. Là tu vois c'est flou. Là c'est dégueulasse. C'est flou, c'est dégueulasse, mais t'as l'impression qu'ils ont tiré sur la netteté. Oula, ouais. Ah oui, là, ils ont tiré sur la netteté. Là. Ils ont cherché à faire ressortir le truc. Par contre, t'as les noms des... Toi, Sébastien Bach, Rachel Bolan, The Snake Sabo. Moi j'ai toujours dit Dave Snake Sabo. Mais c'est Dave The Snake Sabo. Robe à fuseau, Scott Hill. Ok. Et l'intérieur, bah... ça c'est nouveau, ça. Si je dis pas de bêtises, cette photo-là du groupe, elle n'est pas sur l'album original. Et le CD, bon, il est différent, quoi. Bon, là, c'était Atlantique. Là, c'est plus Atlantique, hein, c'est le studio, c'est BMG, apparemment. Déjà, le fait qu'ils mettent Atlantique, sur Atlantique, est-ce qu'ils ont le droit? Bah, apparemment, oui. Mais Atlantique Records, ça n'existe plus aujourd'hui. Je regarde. Non, il n'y a pas de... T'as les textes, t'as les paroles à l'intérieur, mais t'as rien d'autre. Hein. Donc là, on a une photo originale. Ça me dit trop rien, par contre, c'est un peu flou hein, quand même. Alors, je sais pas où ils ont récupéré la photo, mais c'est un peu flou. C'est sûrement une photo originale de l'époque quand ils ont fait plein de photos pour les pochettes d'albums, j'imagine. Par contre, on a toutes les chansons dans une sorte de poster, tu vois, qui se déplie comme un poster. Ce qui est pas mal parce que tu vois,
les textes sont écrits plus gros et c'est beaucoup plus agréable pour lire les textes là, contrairement au petit livret. Donc ça c'est appréciable. Ça c'est appréciable. Ah oui, je disais que Sébastien Bach n'avait pas participé au texte du premier album, sauf, je dis bien sauf, Mekhi Nemeth apparemment. On voit Bach, donc apparemment il a participé à une des chansons quand même du premier album. Petite erreur. Mais je pense que c'était une des dernières chansons de l'album qu'ils ont dû composer après que Sébastien Bach soit arrivé dans le groupe. Les autres, bah, voilà. Bah, c'est pas mal, hein, c'est classique, hein, ça fait très vinyle, j'aime bien les petits digipack comme ça. C'est très joli, au moins la jaquette, elle est pas floue. Le reste, par contre, c'est un petit peu floutasse. Toi, c'est écrit petit, quoi. Tu te casses les yeux pour lire les textes. Hop, donc ça, ok, c'est bueno. Alors par contre, oui, c'est vrai qu'il y en a qui se plaignaient aussi de ne pas avoir, le best-of dans le coffret Atlantic Year. Et c'est vrai qu'il aurait pu avoir le best-of. Parce que finalement, déjà, tu as des remasters. Tu as 1, 2, 3, 4... t'as 4 chansons du premier album remasterisées. Donc de bonne qualité. Bon. T'as 1, 2, 3, 4, 5 chansons du deuxième album Slave to the Grind en remaster de bonne qualité. Et après, toutes les chansons de Subhuman Race, ce sont des chansons... ce sont pas des chansons de l'album Subhuman Race, enfin, je m'exprime mal, ce sont des chansons remix, démos. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les chansons originales de l'album. Donc pour ce best-of là, d'une certaine manière, ils ont repris les chansons de Subhuman Race, mais ils les ont changées. Donc ils ont choisi un remix pour Into Another, une démo de 94 pour Frozen, un remix pour My Enemy, pour Breaking Down c'est un remix, et pour Beat Yourself Blind c'est un live de Londres. Et l'autre live c'est quoi là? De toute façon il n'est pas dessus. Ah si, il y a Beat Yourself Blind dessus. Donc, de toute façon c'est le même live qu'il y a sur celui-là. C'est possible. Donc peut-être que le live est là. Ça veut dire que après on a Forever, c'est une chanson, une release qui a jamais été éditée, donc qui n'a pas été éditée logiquement même sur des LP, peut-être que si. Forever, et pareil donc c'est à l'époque du premier album Forever, et on a une chanson inédite Fire in the Hole de l'époque de Slave to the Grind, démo 91. Pareil, elle n'a pas été relisée, enfin elle n'a pas été éditée quoi. Donc tu as quand même des inédits là-dessus, intéressantes. Donc toutes les chansons de Subhuman Race, plus les deux dernières, tu as des inédits qui ne sont pas dans ce coffret-là. Voilà. Et certains disaient, mais donc celui-là, petite valeur, je sais pas si il est trouvable aujourd'hui ou pas. Ça, je l'ai acheté à l'époque. Il n'y avait pas de digipack, je crois pas. Il n'y avait pas de digipack à l'époque, ce qui m'a paru bizarre quand même. À moins que j'ai attendu pour l'acheter, je ne sais plus. C'est vrai que ça remonte à loin, quoi. Ok. Donc le deuxième album, Slave to the Grind. Alors tout de suite, ça me paraît zoomé. Ouais, j'ai raison, tout de suite ça me paraît. J'ai dit, oula, il y a un truc qui cloche. Tout de suite, la jaquette est zoomée. Pourquoi? Ok. Alors c'est plus net. C'est plus net, mais les couleurs, c'est pareil, elles ont vachement... Il n'y a pas les verts. Il n'y a pas le vert de l'original. Et c'est zoomé. C'est zoomé, ils ont même changé, ils ont bougé le logo Skid Row. Et Slave to the Grind, non, ils n'ont pas touché ça. Oula, pourquoi ils ont fait ça? C'est bizarre. Hop. Ah, l'image est zoomée. Et au niveau netteté, c'est pareil. Ah non, elle est plus nette. L'original est plus nette. Celle-là est beaucoup plus nette. Et t'as des couleurs, t'as du vert et tout ça qui a disparu sur l'autre édition. Bon, moi, ma vidéo aura un filtre, donc tu auras peut-être pas la différence. Par contre, l'original, elle se déplie comme ça, tu sais, en... Toc. Là, t'as l'intégrale
tu as l'image intégrale, tu vois. Ce que tu n'as pas apparemment sur celui-là, parce que c'est un digipack comme ça. Celui-là, tu ne l'as pas. Et là, tu reprends une partie de 2 pans de la jaquette originale. Et j'imagine que sous le CD, tu as l'autre partie. Ouais, d'accord. Bon, ils ont remis à peu près. Voilà, il manque peut-être une partie là, qui a disparu. Alors, le CD, c'est pas le même, hein, tout de suite, ça se voit. Le CD original, t'as les teutés dessus. T'as les teutés dessus. Et le CD remaster, et bah, t'as pas les teutés dessus. Voilà. Ok. Très bien. Donc là, t'as rien d'autre, hein. Je veux dire, t'as juste les textes. Hein. Voilà, t'as juste les textes. Pas de photos, rien de tout ça. Hop. Et là, ah oui, mais attends. Là, on a des teutés là qui apparaissent. Donc c'est pareil, c'est comme un poster. Ah oui, c'est les teutés qu'il y a sur le CD. Ouais, c'est ça. Donc les teutés qu'il y a sur... Les teutés qu'il y a là-dessus, tu ne les retrouves pas sur le CD, mais tu les retrouves là. Ah, c'est intéressant. Et les textes se déplient comme un poster et sont beaucoup plus larges et beaucoup plus lisibles. Et j'aime beaucoup. Comme ça permettra de se replonger dedans plus facilement dans les textes. Ok, donc c'est pas mal, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de grosses pertes, surtout les photos là-dessus. Les petites différences, j'aime bien moi les petites différences comme ça. Donc bah, j'ai hâte de l'écouter parce que ça c'est un album qui est cultissime, mais qui aurait mérité, je pense, un bon remaster, un vrai remaster. Parce que le son est peut-être un peu moins bon quand même, largement moins bon en tout cas que Subhuman Race. Un son très aigu je trouve. Enfin très aigu, ouais un son qui manque de... Mais bon, avec une bonne chaîne hi-fi comme la mienne, c'est bon, ça passe. Ok. Après on a l'album LP, on a Beside Yourself. Avec un dessin des 5 membres du groupe. Alors déjà, niveau qualité, je vais enlever ça. Ah, ça c'était déjà un poster à l'époque. Attends, je te montrerai après. Niveau qualité, c'est moins net. Donc pour l'instant, à part le premier album, le remaster propose des trucs un peu moins nets et jaunis, avec moins de peps dans les couleurs. Le remaster et l'original. Voilà, derrière c'est comme ça, et derrière c'est comme ça. Il y a moins de place pour les dessins. Ok. L'original, bah, ça se dépliait comme un poster. Et logiquement, tu as un poster du groupe. Voilà, les membres du groupe. Donc Sébastien Bach, le chanteur, Dave Snexabo, Rob Affuso, le batteur, Scotty, le lead guitariste, et Rachel Bolan, le bassiste. Voilà. Donc ces deux-là, c'est les deux qui ont créé le groupe. Dave The Snake Sabo, que moi j'appelle Dave Snake Sabo. Je crois que je suis un des seuls à l'appeler Dave Snake Sabo, mais c'est pas grave. Le CD original, t'as les teutés dessus, tout de noir vêtu, toi. Les teutés dessus. Et le CD, je crois pas que je l'ai vu. Bah, on reste classique, hein, je veux dire, comme ça. Ok. Ah bah tu retrouves la... tu trouves le poster, mais là, cette fois-ci, tu l'as en petit, comme ça. Et c'est net. Ouais, c'est net, hein, franchement.
Donc je pense que pour certains, ils ont pu retrouver les photos originales, tout ça, et pouvoir bien les travailler. Peut-être même les négatifs, hein, sûrement les négatifs pour celui-là, tu vois. Mais apparemment pour d'autres, ça a été compliqué, quoi. Ah. Ils auraient remis le poster, c'est bien ça, au moins. Ils auraient remis le poster de ce côté-là. Par contre, alors il n'y avait pas les dialogues, hein, mais il y avait comme... Alors attends, je te remontre. Donc d'un côté t'as le poster, et évidemment, check, et de l'autre côté t'avais ça. Ah ouais, et t'avais le titre des chansons et tout ça, et t'avais le bac. Et t'avais, là, qu'est-ce que c'est? Il y a les signatures des membres du groupe. Et Buds. C'est écrit, c'est comme un DAD. Donc là, il y a un petit message pour les fans. Hein, pour dire, voilà, on a voulu faire des chansons, des reprises, c'est ça. Ouais, ça semble pas parfait, mais tout comme nous, on n'est pas parfait. Voilà, is call. J'arrive pas à lire le premier mot. Voilà, ici une collection de tunes, de chansons by some of nos favorite bands. Voilà, voici une collection de chansons de nos groupes favoris. Et nous voulons you to check them out, te les faire écouter, je pense. We recorded them on our last tour. Donc, ils ont enregistrés sur la tournée de Slave to the One, j'imagine. Learn them in the lounge of the studio. We cut each guy picked one. Voilà. Donc, d'accord, chaque membre du groupe a choisi une chanson à proposer là, une chanson, tu vois, une reprise de leur groupe préféré. Donc j'imagine que Kiss, c'est Sébastien Bach qui a choisi la chanson de Kiss. Voilà pour la petite histoire que je t'ai racontée un peu avant dans la vidéo, tu vois. Ok, bon, c'est écrit. Tiens, je vais quand même te le mettre. Si tu as envie de décrypter ça, tu mets sur pause et tu décryptes. C'est pareil, mon anglais, faut vraiment que je m'y mette un de ces quatre comme il faut. Et là, t'as ça. T'as pas le message, c'est bizarre qu'il n'y ait pas le message avec les signatures. Mais ils ont moins remis le poster, donc ils l'ont mis 2 fois finalement. Ils ont mis 2 fois la photo. C'est dire que là, ils sont contents, ils avaient sûrement le négatif de la photo. Ils se sont dit, tiens, on va pouvoir faire encore un poster. Parce que le poster... Attends, j'ai même pas vérifié. Oui, il est net, hein. Ouais, il est net, le poster, il est bon. Il est de bonne qualité, hein. Ça me donnerait presque envie de l'afficher, celui-là. Mais bon. Et Subhuman Race. Alors tout de suite ça pique. Ça pique parce que le premier Subhuman Race que j'ai acheté en 95, c'était déjà un digipack. Tu vois. Et tout de suite, la différence est pique. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Ils devaient pas avoir la maquette originale, c'est pas possible. Ils ont dû essayer de la refaire. Il y a plein de choses qui piquent. Voilà. Alors, d'un côté, je te laisse deviner lequel est l'original. Bon, l'original est un peu usé, quand même. Il y a des traces d'usure sur l'original. Donc l'original, c'est celle-là. Hein. Les t-shirts qu'on avait eu avec à la Fnac, c'était ce logo-là en rouge. Et je crois qu'il y avait les traits là qui étaient en rouge aussi. Sur un t-shirt totalement blanc. Voilà, il n'y avait rien d'autre. Donc le remaster, là, ça pique. Hein. Wow. Et ils l'ont refait. Hein. Ah, ils ont dû le refaire. Ils n'avaient pas la maquette, ils ont dû le refaire parce que... C'est pareil, t'as les détails, t'as le logo Skid Row qui est multiplié, qui est dupliqué, tu vois. Tu vois comme il est dupliqué parce que t'as le logo
t'as le logo Skid Row de Suburban West qui est droit, qui est carré, machin. Mais en même temps, t'as le logo Skid Row du premier album. Tu le logo Skid Row comme ça, toi. Écrit comme ça. Qui est par-dessus, on le voit très légèrement dans le fond. Et là, bah, on voit que dalle. On voit qu'il est là quand même. Par contre, pourquoi c'est aussi terne? Et derrière, bah, c'est pareil. Hein, c'est terne. C'est rapetissé. C'est pas ça. Est-ce qu'il manque pas des chansons? On dirait pas. Non, c'est rapetissé. Quoi. Bon, après, t'as les traces d'usure mélangées peut-être à... Non, c'est les traces d'usure de l'époque, mais est-ce que ça n'avait pas un petit côté usé Si, ça a un petit côté usé, tu vois. Si, parce que tu as comme des petites traces d'usure blanche, là, sur le remaster. Donc, c'est pas que moi, mais c'est vrai que tu as les traces Ça c'est moi, évidemment. Bon, ok. Alors, on va ouvrir tout ça. Ok, c'est sobre. Sobriété absolue. Et là, on a quoi? On a ça. Donc là, on a le CD qui représente une sorte d'œil. Je crois que c'est un œil. Hein. Et on a une image tirée sûrement d'un tableau, tu vois. Sûrement d'un truc des enfers ou je sais pas quoi. Suburban West, bah, c'est la race inférieure, c'est ça. La race des sous-hommes. Bon, strict minimum, hein, je sais pas pourquoi. À mon avis, à mon avis, ça va piquer à l'intérieur. Je sais pas pourquoi. À moins que... Ah si. Ah bah, on retrouve... Je vais te montrer d'abord l'original. L'original, on a ça, déjà. Et on a une sorte de poster. Alors, le poster avec les membres du groupe gna 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 gna. Sur les côtés, je sais pas trop ce que c'est. C'est du blabla. Les remerciements, j'imagine, et du blabla. Et de l'autre côté, on a tous les textes. Tous les textes enfin, toutes les paroles. Voilà. On va essayer de replier ça sans trop de dégâts. C'est sûrement pas comme ça parce que j'ai pas le devant. Attends, bouge pas. C'est comme ça. Tac, tac et tac. Voilà. Ok. Et là, on va déplier. Hein. Déjà, il y a des choses qui changent, quoique. On retrouve apparemment la même chose au niveau des teutés. Voilà, on retrouve la même chose là. Et on retrouve la même chose, mais en plus net au niveau du dessin du dessous. Ouais, c'est plus net. Hein. Là, par contre, c'est plus net. On retrouve la même chose. Par contre, il manque au niveau du dessin et tout ça, tu vois. Des dessins, il manque ça. Pourquoi ça a disparu? Pourquoi ça, ils auraient pu très bien le mettre là, parce que c'était un digipack aussi. Pourquoi ça a disparu? Bon. Mystère et boule de gomme. C'est bizarre, tout ça. Tac. Voilà, il n'y a rien d'autre. Hein. Je regarde sous le CD, mais sous le CD, il n'y a que dalle. Hein. Je pense que là, ils se sont dit, bon, celui-là, on va faire un strict minimum. C'est l'album de la honte. Ça reste un très très bon album quand même. Pour ceux qui aiment Skid Row, ça reste un album indispensable. Période grunge. Ils nous ont tous sorti des albums grunge X de qualité, parce que la production, la qualité sonore de cet album-là, enfin plutôt de celui-là, l'original, est juste extraordinaire. Ça, c'est dire haut niveau. Comme Epler Selfish, qui était dans le même genre, grunge metal, comme les Usure du Jeune, qui était un peu plus de bonheur, mais qui avait une production énormissime, tu vois. Bon, c'est Bob Rock qui a produit, donc on peut critiquer le fait qu'il ait voulu museler Sébastien Bach,
Ceci étant, le son est extraordinaire, franchement. Et bah là, j'ai un inédit. Inédit, si je dis pas de bêtises, c'était un live sorti au Japon. Live de 6 chansons. Ou dessus. Donc c'est la tournée Subwoman Race. Subwoman Beans on Tour. Et dessus, on retrouve Slave to the Grind, une chanson de l'album Slave to the Grind. Delivering the Goods, qui est la reprise de Judas Priest pour le LP Beside Ourself, Delivering the Goods. Psychotherapy, pareil. Reprise des Ramones. On a Riot Act, qui est pareil de l'album Slave to the Grind. On a Monkey Business, qui est pareil de l'album Slave to the Grind. Et Beat Yourself Blind, la seule et unique chanson tirée de l'album Subwoman Race, qui est tiré, enfin, je veux dire, c'est un live Subwoman Race, t'as qu'une chanson de Subwoman Race. Ok, et il n'y a pas de chanson du premier album. Et l'intérieur, ça ressemble à ça. Donc on a le groupe avec Sébastien Bach qui est encore torse-poil. Voilà, le CD, non, ça je l'ai pas, de toute façon, il n'y a pas de comparaison. Et ils ont mis les textes. Ah, il y a du japonais, ouais, regarde. T'as du japonais, donc oui, c'était bien une exclue japonaise. Donc, tu as... Là, j'ai les textes en anglais, des chansons. Donc, tu vois, Psychotherapy, moi, j'ai pas Delivering the Good et Psychotherapy. J'ai pas les paroles. Là, tu vois, j'avais pas les paroles de Psychotherapy, Delivering the Good, s'ils sont pas sur le LP. Et ben là, je les ai. Ça me permettra de pouvoir mieux les traduire, tu vois. Et comme il y a du japonais, c'est bien. De l'autre côté, on a quoi, là? Ah de l'autre côté, on a les textes en japonais. Ouais, c'est du japonais. Ouais, donc t'as les traductions japonaises. Oui, c'est les traductions japonaises, en fait. Ouais, c'est les traductions japonaises. C'est pas de l'anglais qui est... non, parce que l'anglais, en japonais, logiquement, il les traduit pas en japonais, il les dit en anglais, tu vois. Ah ouais, t'as les traductions japonaises. Ok, donc voilà, donc c'est bien une exclue que je n'avais pas. Donc ça fait 27€ l'exclu, mais bon, ça se trouve à récupérer, j'ai pas regardé l'album original, ça se trouve c'est introuvable. Mais bon, en patientant, tu trouves toujours, tu sais. Bon, on va écouter tout ça, et je vais donner mon avis sur les remasters. Et sinon, en seul avis, j'ai celui-là. C'est un album pirate, enfin pirate. C'est Deep Record, à mon avis c'est pirate. Tu vois, Live at Stockholm. C'est la tournée de Slave to the Grind en 91. Sauf pour quelques chansons, c'est en 89. Chanson du premier album. Je me rappelle plus trop, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas écouté celui-là. Mais je crois que c'était pas extraordinaire. Hein. L'enregistrement était pas extraordinaire, mais bon. C'est pareil, ça je vais récupérer ça dans un... T'avais plein de disquaires à une époque, t'avais Alternative qui était connu, t'avais la Fnac où t'avais les trucs officiels, mais ils faisaient comme de l'import intéressant. Intéressant, mais à super cher. Des CD, c'était je sais plus combien, là en import, c'est un truc de fou. Parfois, je crois que c'était 400 francs ou je sais plus quoi, enfin c'était super cher. Et il y avait plein de petits disquaires ici ou là, il y en a qui popaient, puis qui disparaissaient assez rapidement. Et ça, c'est pareil, c'était un petit disquaire, je sais plus où il était, sur quand il était. T'avais une boutique de Santiago à un moment donné, là. Et t'avais un disquaire ici, je me rappelle, j'avais vu Skid Row, je dis, oh tiens, je le prends. Il y avait plein de merde que je connaissais pas, enfin plein de trucs à la con. Il y avait quasiment que des trucs comme ça, que des trucs pirates. Ça, c'est des trucs pirates, hein, c'est rien d'officiel. Hein. Ouais, c'est des trucs pirates, hein, Deep Record, c'est des petits, voilà, c'est enregistré sûrement avec un micro comme ça, dans la foule, tu vois. Et j'ai vu Skid Row, tiens, je le prends, allez, hop. Rien d'officiel, je suis sûr que je suis peut-être un des seuls à le posséder, ça se trouve. Et ça a été publié à 2 exemplaires, ce truc-là, donc voilà. Donc, c'est parti, on va écouter tout ça.
Donc alors, c'est pas ma première écoute de cet album-là, parce que hier soir j'étais impatient, donc j'ai déjà écouté pas mal de chansons, comme j'ai dit, en entière et tout ça. J'ai choisi les 3 chansons les plus emblématiques du tout premier album de Skid Row. Big Guns, parce que c'est la première, c'est celle qu'on écoute. À l'époque, tu sais, tu balançais le CD, hop, et c'est la première chanson qui se lançait, tu vois. Aujourd'hui, c'est différent avec le numérique et tout ça, mais à l'époque, t'avais pas internet, t'avais pas machin, t'avais pas tout ça. Tu mettais ton CD dans la platine, boum, tu lançais le CD. Et la première chanson, c'est celle qui marque toujours énormément certains albums, parce que c'est celle que t'as écoutée finalement, théoriquement, le plus. Donc j'ai choisi Big Guns, la première. J'ai choisi Youth Gone Wild, qui est une chanson emblématique de Skid Row. C'est un peu, c'est la chanson emblème de Skid Row. Et j'ai choisi la ballade iconique de Skid Row, I Remember You. Après, ce que j'ai fait, c'est j'ai aussi donc j'ai écouté d'abord ces 3 chansons pleinement sur l'album original. Après, j'ai écouté les 3 nouvelles versions remaster du coffret Atlantic Years. Puis, j'ai voulu quand même aller sur le best-of, la compilation de 98, parce que c'était aussi des remasters, pour écouter les chansons de ce premier album. Donc il n'y en a que 4. Il y a Piece of Me, 18 and Life, et I Remember You, et Youth Gone Wild. Donc ces 2 chansons sont, moi je les considère parmi les 3 chansons emblématiques. Il manque juste Big Guns dedans. Donc voilà, donc j'ai vraiment été comparé. Donc voilà, on se retrouvera pour une deuxième partie, une deuxième vidéo. Parce que là, ça commençait à faire long et j'ai encore tellement de choses à enregistrer. Donc j'ai enregistré évidemment toutes les écoutes et les comparaisons de ce coffret The Atlantic Years pour comparer avec les albums originaux. Bref, il y aura aussi mon expérience à un concert de 95 où moi et mes potes on avait été voir Skid Row, où même un de mes potes avait, j'ai pas envie de spoiler, mais on va dire il avait bousculé le batteur de Skid Row, Rob Affuso, avant qu'il entre dans une petite salle dérobée à côté de la salle de concert. C'était à l'Élysée-Montmartre. Et il y aura aussi, je vais blablater finalement sur les albums aujourd'hui, ce que j'en pense, parce que là je les ai tous réécoutés, en version remaster aussi, pour finalement faire le détail de mes chansons préférées aussi. Donc on finira avec un top 10 de mes chansons préférées de Skid Row. Est-ce que ça sera le même qu'à l'époque? Bon, apparemment non, parce que je le sais déjà, parce que j'ai déjà commencé, j'ai déjà fait mon top 10, j'ai pas encore enregistré la vidéo par contre. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre comme vidéo? Oui, je vais parler des albums, ce que valent les albums aujourd'hui, mais aussi ce qu'il y a eu après, ce que moi j'ai acheté après. Donc après j'ai acheté un album de Skid Row sans Sébastien Bach, et j'ai acheté un album de Sébastien Bach, qui est ma foi plutôt pas mal. Il y aura des choses à dire en tout cas. Et je crois que c'est tout. Mais c'était plutôt pas mal. Voilà. Il y aura évidemment des petites séquences à l'extérieur. Mon expérience du concert, je l'enregistrerai à l'extérieur. Et je ferai des petites séquences ici ou là. Voilà. Je voulais vraiment pas faire une vidéo de 3 heures. Parce que je pense que ça aurait été trop indigeste. Déjà là, c'est presque à 1h30. Et garder un peu le suspense pour ces remasters. Qu'est-ce qui va? Alors je le sais. Et franchement, la réponse est incroyable. Enfin, moi, je la trouve incroyable en tout cas. Mais je vais garder quand même le suspense pour la deuxième partie. Et donc, je te dis à la prochaine. Allez, bye bye.